Bonjour. Peut-être je me présente vite fait. Mon nom c'est Georg Meissner et j'habite avec ma famille, avec ma femme et nos 4 enfants en Italie, dans le nord de l'Italie, au milieu des Alpes. Et nos 2 enfants au milieu, ils prennent tous les matins un téléphérique pour aller dans un jardin Steiner en haute montagne. Je m'occupe là-bas je suis responsable d'un grand domaine là-bas, 55 hectares propres vignes en biodynamie et on fait un achat de raisins de plus que 120 hectares, de plus de 100 producteurs, dont à peu près la moitié maintenant, ça monte. L'année dernière, c'était 30%, cette année 50% des vignerons. C'est plus d'une centaine de vignerons qui nous amènent des raisins. Ça fait un peu cave coopérative, si vous voulez. Et en biodynamie maintenant. Et ça progresse lentement. Et l'idée derrière, c'est de monter dans un lieu pratique aussi une sorte de formation et de recherche. Mais en même temps, je travaille aussi à l'université de Geisenheim, où on a installé il y a 10 ans un essai de comparaison conventionnelle bio et biodynamique. Et je donne pas mal de cours là-bas, mais aussi sur d'autres universités. Il y a 2 semaines, j'étais aussi en France, à Toulouse, par exemple. Et oui, pour me salir les mains de temps en temps, j'ai aussi une vigne dans le Roussillon où je me mets à travailler de temps en temps. J'y étais aussi il y a 2 semaines pour faire la taille avec des très vieilles vignes. Pour moi, aujourd'hui, je voulais commencer un peu avec ce que j'appelle une vue élargie, parce que pour moi, c'est un peu ça qui compte dans la biodynamie, qu'on apprend vraiment, qu'on réapprend un regard sur la même chose de différents côtés. Et je voudrais commencer avec une image, une photo. C'est une photo, cette photo, elle est prise du jardin d'enfants de mes enfants. Alors, ils ont cette vue chaque matin, c'est pas mal. Et ce que je voulais jouer avec vous, c'est imaginez-vous, vous regardiez une montagne. On peut maintenant, ça c'est les Dolomites derrière, ça c'est la montagne qui s'appelle Schlern. Et on peut peut-être tout regarder, mettre tout notre regard maintenant. C'est plus beau si on le fait dans la nature, mais on peut le faire ici aussi. On peut jeter notre regard maintenant sur cette montagne-là. Et on peut la décrire. On est d'accord, il y a un peu de la neige au-dessus, etc. Dans une prochaine étape, on pourrait peut-être prendre les binoculaires pour voir plus précisément cette montagne de ce côté-là. On est d'accord? Dans un prochain temps, on pourrait peut-être prendre un télescope. Et si je prends le télescope, je peux vraiment aller encore plus précisément. Peut-être je pourrais voir encore beaucoup plus précisément cette falaise-là et la décrire et peut-être rentrer aussi dans l'espèce de roche qui existe là-bas, etc. C'est des Dolomites. C'était des animaux avant, tout ça. C'est fascinant. C'est des anciennes riffs de coraux. Ça, il faut le mettre en imagination aussi. Alors, je peux aller de plus en plus précise et de renforcer mon regard de ce côté-là, du jardin d'enfants de mes enfants, sur cette montagne. On est d'accord? Et je peux gagner un savoir assez énorme, assez précis de cette montagne. Mais imaginez-vous que vous prenez maintenant votre voiture et vous rentrez avec la voiture dans cette vallée où vous alliez monter cette montagne-là et vous alliez regarder la même montagne de l'autre côté. Est-ce que c'est toujours la même image? Pas vraiment. Ça veut dire, de l'autre côté, vous pouvez faire maintenant le même jeu et regarder très précisément cette montagne et d'essayer d'expliquer le mieux que possible cette montagne d'une façon précise.
Et ce qui devient intéressant après, si je peux mettre tous les deux savoirs que j'ai gagnés des deux côtés, mais peut-être aussi des trois côtés, ensemble, ça me donne plutôt une image de trois-dimensionnalité, ça me donne une image un peu plus grande que si je regarde la montagne que de ce côté-là. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Pour moi, c'est un peu la question. Moi, je travaille aussi dans la recherche scientifique. Avec la recherche scientifique d'aujourd'hui matérialiste, on peut rentrer très précisément dans les choses, mais il y a aussi peut-être d'autres façons de regarder sur la même chose et ça nous donne une vue élargie sur la même montagne. Sans que c'est contradictoire de travailler en science. C'est très important qu'on travaille en science, mais c'est très important qu'on prenne de temps en temps aussi la voiture et qu'on jette son regard d'un autre côté. Je commence avec... J'aime bien la philosophie et en Alto Adige, il y avait aussi quelqu'un qui habitait là-bas, c'était Cusanus, qui vient à l'origine de la Moselle. Son père, il était marchand de vin et Cusanus, il a vécu juste avant la Renaissance. Et il a eu des réflexions assez énormes. C'était un cosmopolite qui a voyagé beaucoup en Europe. Il était à Constantinople, juste avant les Turcs l'ont pris. Et pour lui, l'idée, c'était de mettre les religions ensemble, de chercher, et c'est très actuel aujourd'hui, en fait que les Juifs, les Arabes et les chrétiens, il y a tous une base d'ensemble derrière. Un grand but pour lui, c'était aussi de mettre ensemble l'Église chrétienne de l'Ouest avec l'Église chrétienne de l'Est. Alors, il a voyagé beaucoup. Il a écrit des bouquins vraiment intéressants qui sont, à mon avis, d'une actualité incroyable aujourd'hui. Ça, on a trouvé dans sa bibliothèque, par exemple, plein de bouquins arabes. Il a amené tout ça de ses voyages, mais pas seulement arabes, etc. Après, il a fini, en Alto Adige, il était un peu enfermé, il a dû s'enfuir dans ce château-là, et là, il a écrit plein des grandes œuvres philosophiques. Il y a Rudi Drossen devant, si vous le connaissiez, un vigneron pionnier de la biodynamie en Allemagne. J'y étais avec lui. Mais ce qui est important pour moi, avec vous, pour jeter encore une fois un regard élargi sur les choses, c'est qu'il a laissé ses traces. Il a laissé construire, c'est un peu comparable avec l'hospice de Bonn, il a laissé construire sur ses plans à lui toute une église et tout un ensemble d'une maison pour les hommes âgés. Non, pour les hommes âgés, ça veut dire hospice, c'est comme l'hospice. Voilà, c'est un hospice. Et ça se trouve à la Moselle. Et si vous alliez dans le cloître, vous avez le cloître. Bon. Mais si vous regardiez maintenant les fenêtres, vous avez les cloîtres. Avec le centre du cloître, souvent on a une fontaine ou quelque chose comme ça là-dedans. Mais si vous regardiez maintenant les fenêtres en détail, vous voyez que chaque fenêtre a des formes complètement différentes. Vous le voyez? Ça veut dire on peut jeter de chaque fenêtre, on peut regarder sur l'un, mais avec une vue complètement différente. Et ce qui est pour moi le plus impressionnant dans cet ensemble, si on rentre dans l'église, qu'est-ce qu'on voit normalement si on rentre dans une église? Voilà. On voit le chœur avec la table, etc. Et chez Cusanus, on voit un pilier. Ça veut dire la vue d'abord, elle est fermée.
Et si on jette son regard au-dessus du pilier, vous voyez ces beaux structures gothiques et vous avez beaucoup de différents chemins qui se retrouvent dans ce pilier. Ça, c'est le 1. Ça, c'est la religion, c'est le 1. Mais il dit aussi qu'il y a différentes possibilités de trouver ce 1. Et ce qu'on peut faire, on peut aller autour de ce pilier, et là, il y a le chemin chrétien. Mais il y a bien sûr aussi d'autres. Je continue avec une autre image que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Pentecôte. Ça se trouve dans une église à Osnabrück. Et ce qui est très beau ici, vous voyez, il y a plusieurs gens qui sont assis ensemble. Ils parlent et vous voyez, il y a la langue se retrouve dans un cercle au milieu. Vous avez ces flèches rouges là de chacun qui se retrouve au milieu. Ça veut dire eux, ils parlent ensemble sur une chose et hop, d'un côté, il y a le Saint-Esprit qui arrive. Ça veut dire aussi, il y a par des différents regards, on peut avancer. C'est pour moi un peu l'histoire derrière. On peut continuer avec Goethe maintenant, je le lis. La connaissance de mes rapports avec moi-même et avec le monde extérieur est ce que j'appelle vérité. Aussi, chacun peut avoir sa vérité à lui, et cependant, la vérité est toujours la même. Et Goethe, il va plus loin. Il y a un autre texte très important aussi pour Steiner et pour moi. C'est der Mensch als Mittler zwischen Objekt und Subjekt, l'être humain comme médiateur entre l'objet et le sujet. Et là, il s'applique également ici que seul l'intérêt d'aborder de plusieurs sur un point peut produire quelque chose de qualité supérieure. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne tous nos regards, qui ont tous des vérités pour avancer ensemble. Pourquoi je fais ça? Parce que pour moi, c'est très très important de se mettre dans ce courant d'esprit si on travaille en agriculture biodynamique. Et je continue avec une citation de Steiner, mais pas de l'agriculture, de la médecine, parce que là, elle est très très claire avec les médecins anthroposophes. Et il a écrit jusqu'à sa mort, vraiment jusqu'au dernier jour. Et cet passage-là, il a mis le chapitre 1 juste une semaine avant sa mort dans le bouquin. Il a écrit ce livre avec Ita Wegmann, c'était la responsable de la section de médecine. Et le bouquin, ça s'appelle Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst, c'est en allemand. Ça veut dire donner des bases pour un élargissement de l'art de guérir. Et je le lis. Il ne peut s'agir d'une opposition contre la médecine d'aujourd'hui qui travaille avec les méthodes scientifiques reconnues. Celle-ci est totalement reconnue par nous dans tous ses principes. Nous pensons que seuls ceux qui les connaissent et sont de ce fait vraiment des médecins peuvent appliquer nos données à l'art médical. Pour moi, ça veut dire qu'il faut que je connaisse très très bien la science naturelle, ça c'est la base. Il faut que je sois un bon médecin. Et après, il ajoute, cependant, nous ajoutons d'autres connaissances acquises par d'autres méthodes à ce que l'on peut savoir sur l'homme par les méthodes scientifiques en place. Aussi, à partir de cette connaissance élargie du monde et de l'homme, nous voyons nous pousser à œuvrer pour un élargissement de l'art médical. Ça veut dire, là, après, il y a d'autres méthodes. Et là, il faut bien connaître aussi un peu l'anthroposophie derrière, aussi la pensée anthroposophique pour l'être humain. Et avec ceci, on peut élargir la vue sur la médecine. Et pour moi, c'est assez important qu'on parle d'une médecine complémentaire et pas
d'une médecine alternative. C'est complémentaire. Vous avez ces belles mots en français, complémentaire, on n'a pas ça en allemand, malheureusement. Et pour moi, je le transmets un peu à l'agriculture. Pour moi, c'est un peu ça aussi. Il faut que ce soit un bon agronome d'abord. Un bon, pas agronome peut-être, plutôt un bon paysan. Pour moi, c'est beaucoup plus important qu'agronome. Ou un bon vigneron. Il faut que je connaisse bien mon travail, mon sol, etc. Et après, je peux petit à petit élargir mon point de vue jusqu'au élargissement avec les méthodes biodynamiques, sans que ça soit contradictoire. Alors, je pose la question, est-ce qu'on ne parle pas d'une agriculture complémentaire plutôt que d'une agriculture alternative? Et c'est là, à mon avis, où on est très très fort en agriculture biodynamique, parce qu'on a cette vue élargie. Et on peut bien travailler là-dessus. Bon, je reviens encore une fois avec la médecine. Et pour moi, là, il y a deux contextes. Et là, je veux faire quelques jeux de pratique. Et on va quitter après un peu la philosophie. Deux questions aujourd'hui en médecine, c'est l'aspect de salutogénèse ou de pathogénèse. Et on connaît très bien ça en agriculture aussi. Aujourd'hui, la pathogénèse, c'est latin, ça veut dire pathéine, ça veut dire souffrir, et grec, genèse, genesis, ça veut dire l'origine. On se pose la question en regardant une maladie, par exemple, dans ce contexte, on se pose la question d'où ou l'origine de la maladie. Qu'est-ce que je peux faire contre cette maladie-là? Alors, il faut que je développe de nouveaux moyens de traitement, etc. Mais il y a l'autre regard aussi qui est très, très important. Et là, on apprend beaucoup de choses en biodynamie, à mon avis. C'est l'aspect de salutogénèse. Salus, salutis, en latin, ça veut dire la santé. Et encore une fois, Genesis, la question de l'origine de la santé. Ça veut dire de quel environnement est-ce que j'ai besoin pour être sain? Il y a tout un ensemble de facteurs qui peuvent jouer là-dessus. Et la médecine actuelle, la médecine scolaire aujourd'hui, elle fait de plus en plus rentrer ces réflexions aussi. Ça, c'est pas un truc seulement anthroposophique, je dirais. Ça devient de plus en plus, je dirais, mainstream, qu'on a bien compris qu'il n'y a pas seulement le corps physique. Moi, je reçois toujours les lettres de mon assurance maladie. Georg, il faut que tu fasses un peu plus de sport, là. Hein? C'est bon pour ta santé. Hein? Alors, ils ont compris qu'il y a d'autres facteurs que des médicaments qu'on peut me donner. Juste un petit exemple, là. Et là, je veux jeter un peu l'œil sur certaines questions. Et j'en ai mis plein de questions là-dessus. Un regard plutôt salutogénétique, on peut dire ça, sur les choses. Bon, on apprend toujours. Steiner, il donne dans le cours aux agriculteurs un mauvais exemple, et c'est la viticulture. Et si on parle du contexte de cours aux agriculteurs, où on a bien eu les gens qui ont demandé Steiner qu'il vienne en 1924 pour leur donner la conférence, ils ont bien observé aussi un affaiblissement des plantes, etc. C'est le montre qu'on écoute toujours si on commence avec la viticulture, avec l'agriculture biodynamique. Mais l'exemple le pire, et nous, comme vignerons, on le sait, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, c'était quand même la viticulture qui était un grand danger dû au phylloxéra. Et là, il faut quand même poser des questions, parce qu'on apprend ça aussi à Geisenheim. Il y avait, à l'époque, dans le mi-19e siècle, il y avait des gens en Amérique, un botaniste anglais,
qui a pris une petite plante américaine, qu'il a pris dans son bateau et après l'a mis dans une serre en Angleterre. Vous connaissez cette histoire? Et malheureusement, il y avait un petit insecte là-dedans qui s'appelle Phylloxera et d'un coup, hop, ça a détruit d'un coup tout le vignoble européen. Bon, j'exagère un peu. Hein. Alors, il faut se poser des questions. À mon avis, c'est aussi une question de l'environnement. Quel environnement est-ce qu'on a peut-être créé mi-19e siècle pour que le Phylloxera a trouvé, je dirais, une maison où elle va bien. Hein. Et là, j'ai plein de questions, par exemple, à la multiplication, où j'ai aussi la question, est-ce que le Phylloxera n'était pas déjà là avant? Et est-ce qu'on n'a pas changé la situation pour que le Phylloxera a pu se multiplier d'une façon assez énorme? Et il faut bien regarder, c'était mi-19e siècle, il y avait Justus van Liebig. Moi, j'ai fait ma thèse à Gießen, à l'université où Justus van Liebig a travaillé. Justus van Liebig, c'était le monsieur qui a lancé la théorie sur les engrais minéraux. Et ce qui est intéressant avec Liebig aussi, si on lit des textes plus tardifs de Liebig, c'est des textes comparables à Steiner. Il a changé complètement, mais malheureusement, il a lancé déjà sa théorie, mais il dit dans ses textes plus tard que, attention, surtout avec l'azote, qu'il y a des problèmes dans le futur. Alors, il y avait un changement de pensée chez les hommes. Il y avait la révolution industrielle. Et si on lit des bouquins du 19e siècle, il y a quand même aussi un changement en viticulture assez important. Si on regarde les grands domaines, en Allemagne, il y a quelques domaines qui ont des bouquins qu'on peut citer où on peut voir ce qu'ils ont fait comme travail en vigne jusqu'aux années 1830. Et là, ils ont déjà pas mal commencé à travailler avec des engrais, surtout avec du guano, par exemple. C'était des grands domaines qui avaient des moyens de faire ça. Ça veut dire que ça a commencé un changement d'esprit de fertilisation de la vigne, etc. On a multiplié seulement par voie végétative pendant des milliers d'années, souvent. Là, il faut aussi poser des questions. Je crois que Pierre va les traiter un peu plus. Et aussi la monoculture vigne, parce que jusqu'au mi-20e siècle, en Allemagne, il y avait une règle, là où on peut labourer, on ne plante pas la vigne. Parce que là, on plante du blé ou quelque chose pour manger. C'est juste dans les années 50 qu'on a planté des grandes surfaces en plaine, en Alsace aussi. Hein. Ça veut dire que les vignobles, c'était toujours sur des sols pauvres où on ne pouvait pas vraiment faire grandir quelque chose d'autre. Alors, il faut se poser des questions. Est-ce qu'il n'y avait pas un aspect de changement pour le Phylloxera pour se développer? Si on jette le regard maintenant avec un regard salutogénèse, et là, Steiner, il cite ça aussi dans le cours d'agriculteur, qu'avec la méthode qu'il vient de nous donner dans ce cours-là, on aurait pu peut-être solver aussi le problème du Phylloxera d'une autre manière. Mais ce qui nous a sauvés, bon, techniquement, c'était le greffage. Mais qu'est-ce que ça a fait avec nous aussi? On a bien entendu hier aussi du pépiniériste qu'on est loin de la pratique, on est loin d'être encore relié avec notre plante, on est loin d'être notre propre multiplicateur de plantes, notre propre observateur. Aujourd'hui, nous tous, comme vignerons, moi là, je suis aussi en train d'organiser de nouvelles plantations. Alors, ce que je fais, j'appelle mon pépiniériste, mais qu'est-ce que tu as comme clone, etc. Hein? On n'est pas vraiment en contact encore avec la plante elle-même. Pour moi, c'est l'évolution la pire. Et je crois qu'il faut vraiment réapprendre à faire ça. On a bien entendu, il y a quelques-uns entre vous, je crois bien, qui font la sélection massale, mais pour moi, ça, c'est juste un premier temps.
Il faut aller réapprendre ce regard-là. Et là, il y a une chose dans l'agriculture biodynamique qui est fantastique, c'est die standortbezogene Züchtung, la multiplication sur un lieu dit. Ça nous donne des autres plantes qui sont bien liées à ce lieu-là. Si on regarde aujourd'hui la multiplication de nos jeunes plantes, souvent les porte-greffes sont produits dans un contexte méditerranéen. Après, nos clones sont produits peut-être à la Moselle. Après, on les met ensemble quelque part en Alsace. On les met dans un grand champ assez fertile. On les laisse faire quelques racines et après, on prend ces plantes-là et on les met encore une fois dans le sol pauvre de schiste à la Moselle, par exemple. Et on se pose des questions, mais pourquoi ces plantes-là sont un peu... il faut se poser des questions. Ça veut dire, on a quitté une responsabilité pour moi, une responsabilité de l'agriculteur d'être responsable lui-même de son propre plante et de son propre avenir. Et de plus en plus, ça devient pire. Hein. Si vous avez des parcelles aujourd'hui, souvent une parcelle est plantée avec un clone et un porte-greffe. Et s'il y a un problème, il y a un grand problème. L'homme est pris comme base. Pour moi, ça c'est très très important. Et il faut vraiment qu'on réapprenne ça, que vous-même, c'est vous les agriculteurs qui devrez redevenir des gens qui responsables, je dirais ça, responsables qui ont un esprit d'observation et qui ont un vouloir de faire avancer les choses. Et il faut revenir à ça. Pour moi, j'adore cette peinture de Van Gogh qui s'appelle Le Semeur. Et là, on peut très très bien expliquer ce que l'homme fait. Vous avez ce soleil énorme derrière, hein, le cosmos. Devant vous, vous avez un champ labouré en bleu. Après, derrière, vous avez du blé, les plantes, hein, le règne des plantes. Et vous avez comme médiateur avec son jeu qui fait cette décision-là. Ah, j'ai oublié les animaux. Là, il y a des oiseaux aussi. Hein, il y a le règne animal, minéral, règne des plantes, règne des animaux, cosmos, terre et l'être humain. Et si vous regardez, l'être humain, il a un chapeau jaune et des vêtements bleus. Vous avez cette motif d'être médiateur. Ça veut dire, pour moi, c'est une responsabilité culturelle. Et vous avez ça aussi dans votre mot agriculture. Hein, si on utilise le mot allemand, ça veut dire Landwirtschaft. Hein, c'est on peut le traduire, agro-business. Hein. C'est une autre notion que la responsabilité de culture, mais Landwirt, ça veut dire aussi quelqu'un qui soigne. On peut le traduire dans différents contextes, mais pour moi, ce qui est important, c'est le contexte d'avoir une responsabilité culturelle comme paysan. Et vous avez ce bel jeu de mots en français aussi, paysage. Paysan, pays. Ça veut dire il y a le paysage et dans le paysage il y a des gens, des êtres humains qui habitent, les paysans qui forment le paysage, et des paysages et des gens qui habitent là-bas, il y a le pays. On sait très bien que dans le Roussillon il y a d'autres gens qui parlent une autre langue française qu'ici dans le Jura. Hein. Ils sont un peu différents. Oh, ils sont aussi catalans. Mais il y a aussi les Pyrénées qui rentrent là-dedans, etc. Mais on peut faire ce jeu avec tous les différents paysages. Il y a cette notion-là. Ce qui est important pour moi aussi, qu'est-ce que ça veut dire l'individualité? Et pour moi, c'est un point très fort. Nous, comme vignerons, on le sait très bien. On parle des grands crus, on parle des terroirs, etc. Mais on a cette notion d'organisme et pour moi, en fait, si on prend ça, il faut comprendre que l'agriculture biodynamique, en fait, est une agriculture super moderne parce que si on prend l'être humain comme base, avec tous ses organes,
avec toutes ces énergies, on peut bien expliquer que toutes les discussions au niveau politique d'aujourd'hui, là, on a beaucoup de choses à dire. Et pour moi, malheureusement, souvent, on est plutôt mis dans un coin, c'est ces gens fous avec les préparations biodynamiques et avec le calendrier lunaire. Hein, si on ouvre les magazines, normalement c'est ça, mais je crois, dans la théorie, il y a beaucoup de choses très très intéressantes sur lesquelles on peut jouer comme agriculteur biodynamique. Vous connaissez ça aussi, hein? Ah, là, depuis 3 ans, hein? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle est arrivée, la drosophile. De suite, vous connaissez cette histoire-là? Je viens de traiter une autre histoire là. Et là, j'en ai des questions aussi. Hein. La région d'Alto Adige, où j'habite maintenant, est fortement touchée de ça, officiellement. Je vais vous montrer des photos après. Et moi, pendant les vendanges, je vois à peu près 400 parcelles chaque année pour faire la sélection des raisins et pour discuter avec les vignerons à quel moment il faut vendanger. Et je peux vous dire, j'en ai vu la drosophile, mais j'en ai vu la drosophile dans des contextes complètement différents. Et là, encore une fois, on a vraiment des questions. À quel moment est-ce que je crée des plantes qui demandent la drosophile de venir, par exemple, ou qui demandent à un insecte de venir et sucer peut-être un trop d'énergie de cette plante-là. Il faut comprendre ça aussi. Il faut le mettre dans un contexte. Parce que j'en ai vu des parcelles l'une à côté de l'autre où il y avait un peu de drosophile dans une parcelle et dans l'autre non. Et là aussi, encore une fois, il faut se poser la question, bon, j'ai des questions, est-ce que la drosophile Suzuki, elle est venue juste il y a 3 ans? Parce que c'est très très difficile avec les yeux de la différencier. Je crois qu'on n'a juste pas su qu'elle était déjà là, peut-être. Et là, il faut encore une fois poser des questions. Qui es-tu? Et tu as besoin de quoi, en fait? C'est quoi ton environnement? Hein, pour un animal sur une ferme, je suis responsable de créer un environnement pour mon animal pour qu'il est bien chez moi. Est-ce que je n'ai pas créé un environnement les dernières années dans mes centres viticoles pour qu'elle se sente bien, la drosophile? Hein, c'est cool là, je vais rester là. Alors, qu'est-ce qu'on a changé? Je pose ces questions-là, je pose ces questions aussi avec mes collègues chercheurs parce que, oui, maintenant on peut regarder qu'est-ce qu'on peut faire contre. Et c'est terrible, terrible. Je peux vous dire, en Alto Adige, les responsables pour la protection phytosanitaire, on reçoit une lettre chaque semaine, ils préconisent à partir de mois d'août, de faire des traitements avec du spinosad. Et je peux vous dire, le spinosad, c'est un des insecticides pour moi le pire, même si c'est biologique. Et j'en ai vu plein de vignes qui étaient traités au spinosad, il n'y a plus rien qui vit après. Et pour moi, il y a une question de responsabilité, encore une fois, est-ce que je suis vraiment obligé de faire ça? Et je peux vous dire, si les partenaires officiels lancent des lettres comme ça, la réaction, c'était que toutes les semaines, les vignerons, en général, ils ont bien traité tout le vignoble en Alto Adige, toute la vallée était morte. Et surtout, ils ont traité tous les 7 jours, et je peux vous dire, si on le fait, il faut traiter tous les 3 jours. Parce qu'il y a des petits vers aussi dans les grappes qui vont survivre, etc. Hein? Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais là, vous voyez bien, là, je suis très en colère aussi avec les organes officiels. Bon, je ne vais pas lire tout ça, mais ce qui est important pour moi, on a aussi des chercheurs assez importants en biodynamie. Là, c'était Ehrenfried Pfeiffer qui a donné une conférence en 1935, excusez-moi, où il parle de l'année 1869, où il dit que
en 1869, il y avait beaucoup des problèmes avec des insectes nuisibles et il fait une corrélation avec les taches solaires. Il y a des rythmes de 11, 33 et 55 ans des taches solaires. Et si on regarde cette année 1869, il y avait des grands dégâts mondiaux des insectes nuisibles. Vous connaissez peut-être cette date-là? Qu'est-ce qui s'est passé en viticulture là? L'arrivée de phylloxéra. Hein? Là, on peut aller sur cette fiche-là. Hein? C'était autour de cette époque-là que le phylloxéra a commencé. Je ne dis pas que c'est la raison principale. Je vais bien vous donner d'autres parce qu'il faut jeter plusieurs regards sur la même chose, mais il faut quand même poser des questions là-dessus. Et si on regarde l'année 2014 où on avait un peu plus de dégâts de la Drosophile sous-sucri, qu'est-ce qu'il y avait en 2014? Beaucoup de taches solaires. Et que ça veut dire les taches solaires? Les taches solaires font qu'il y a un peu moins de rayons ultraviolets sur Terre. Et on sait très bien que la Drosophile sous-sucri, elle agit à la lumière. Alors, elle se cache un peu dans les zones de vignes à l'ombre, etc. Hein? Ça veut dire si on a une surface foliaire assez ouverte, elle est moins pressante. Si on a des vignes en bonne croissance, en croissance harmonieuse, elle est beaucoup moins pressante aussi. Alors je me pose des questions. Là, j'en ai, juste pour rigoler, j'en ai quelques photos parce que ça m'a énervé et comme je travaille avec 100 vignerons, si on avait peut-être les dégâts, il faut dire l'année 2014 en Alto Adige, c'était une année parfaite de pourriture, magnifique. Il y avait la pourriture acide partout, mais pas seulement due à la drosophile. Mais tout le monde disait c'est la drosophile. Hein, c'était bien humide, il y avait des raisins éclatés et tout ça. Alors j'ai fait un petit jeu avec les vignerons. On a pris un sac en plastique, on l'a mis autour des... Vous voyez bien les crapes là avec la pourriture acide. Hein? C'était pas rigolo. Hein? On a mis les drosophiles dans les sachets. Après on a mis un peu de l'eau dessus. Voilà. Et après, on a regardé, et si on regarde un peu plus précise, vous connaissez bien la drosophile avec les 2 points là-dessus, la grande partie, c'était en fait pas la drosophile sous-sucri. C'était plus que 90% la drosophile normale qui aimait bien la pourriture acide. Et les stations officielles de Fribourg en Allemagne, les comptages qu'ils ont faits, c'était entre 95 et 98% de la drosophile normale et peut-être 2 à 5% de la drosophile sous-sucri. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que 2% est assez pour qu'elle pose déjà des problèmes de dégâts, etc. Mais les réactions aussi en Allemagne, les Allemands l'année dernière, ils ont vidé les magazines en Alto Adige des produits chimiques comme la spinosade parce qu'il y avait plus en Allemagne. Ils ont tous traité. Là, c'est la réaction de notre voisin qui est aussi en biodynamie parce que la théorie en Alto Adige, c'était il faut vite couper tous les arbres fruitiers et tous les haies. Il avait une belle haie, magnifique. Et vous avez eu ça dans la région d'Alto Adige partout. Une réaction totalement... Moi, j'étais là et j'ai rien cru là. C'est des bons copains, j'ai pas compris ça. C'est des réactions totalement exagérantes. Une autre réflexion, c'est l'ESCA. Hein, l'ESCA est la maladie la plus ancienne qu'on connaît. C'est déjà Columella qui parle de ça.
Je ne veux pas répéter le discours de Francis Dahl, mais là aussi, encore une fois, je vais vous juste poser les questions. D'où est-ce que vient l'ESCA? On avait déjà, hier, j'avais un peu demandé la question. Il y a aussi des théories de la multiplication de vignes sans virus, etc., de Richard Smart en Australie, qui dit peut-être on a fait la multiplication trop étroite dans une direction. Il y a un manque d'antagonisme. Mais qu'est-ce que c'est la fonction de l'ESCA? Les forestiers connaissent bien l'ESCA. Hein? Elle a comme fonction de transformer du bois mort en humus. C'est très clair. Et là aussi, encore une fois, il faut se demander, je prends cet exemple-là. Hier, on avait un bon exemple, mais pour moi, ce n'est pas la question de la greffe oméga qui pose des problèmes, c'est la mécanisation et le travail qui est fait trop vite, souvent dans le pépiniériste, pour qu'il n'y ait pas un bon callus. Et souvent, on a déjà du bois mort. Moi, je le fais de temps en temps, j'ouvre des jeunes plants et je regarde dedans. Et vous avez souvent quand même des jeunes plantes avec du bois mort déjà dans votre jeune plante, dans votre bébé. Et là, je me pose quand même... Il y a un chercheur à Geisenheim, pas à Geisenheim, à Geilweiler Hof, c'est une autre station de recherche forestier qui dit oui, l'ESCA peut rentrer là-dedans, déjà. C'est possible dans les jeunes plantes. Ça veut dire, est-ce qu'on ne produit pas des plantes avec le greffage qui sont déjà des plantes qui peuvent être touchées par l'ESCA? Là, j'aime bien cette mémoire de Florian Bassini qui nous a fait la comparaison ESCA et phylloxera. Je trouve ça assez impressionnant. Si on lit ça, et pour moi, ce n'est pas seulement la corrélation ESCA et phylloxera, c'est aussi la question quand est-ce que l'ESCA devient pathogène? Parce qu'il y a les collègues à Changin, en Suisse, ils ont fait pas mal de recherches là-dessus. À peu près 95% de souches dans une vigne saine sont touchées par l'ESCA. Presque tous les cèpes ont de l'ESCA. Mais la question est, quand est-ce que l'ESCA devient pathogène? Et si on fait une corrélation que la vigne était déjà affaiblie par un autre, par le phylloxera, et vous avez plein, je ne vais pas tout lire parce que je n'ai pas trop de temps, sinon Swazik va être pas content avec moi. Je vais lire peut-être le dernier. Vous avez là 1865, 73, 1909 et 1911. J'aime bien le dernier. En Anjou, la maladie de l'ESCA est répandue aujourd'hui et elle est pas fort grave. Elle ne paraît cependant pas y avoir été observée. La question se pose donc de savoir si le greffage sur vignes américains n'a pas été une cause de l'aggravation et de l'extension du mal. 1911. Le vieillissement prématuré des vignes greffées, phénomène bien connu des vignerons, est peut-être une cause de cette extension de l'ESCA au début du siècle, mais cette hypothèse est loin d'être vérifiée. Hein? Il y a 100 ans, on connaît bien ça, non? Et pour moi, la question aujourd'hui, c'est si on a des observations de l'ESCA les dernières 20 ans, où ça devient de plus en plus évident pour nous vignerons, mais qu'est-ce qui a remplacé le phylloxera pour que la vigne est aussi faible les dernières années, pour qu'elle est encore une fois attaquée ou pour que l'ESCA devienne encore une fois pathogène? Il faut se poser des questions là. Bon, Steiner sur phylloxera, je ne vais pas le lire, mais ce qui est important pour moi, il est très clair, et j'ai cité le cours pour les médecins, où il dit très clair, il faut être des scientifiques. Il y a la science matérialiste ou naturelle. Il n'est pas contre ça. Mais pour nous vignerons, il est très clair, dans son contexte avec le phylloxera, qu'avec la science, ces choses ne peuvent certes pas être traitées efficacement par cette science que l'on a aujourd'hui. Elles ne peuvent être traitées que si l'on peut réellement s'engager dans ce qui est possible de trouver sur les chemins que nous avons évoqués. Ça veut dire si on veut trouver une autre solution
au phylloxéra. Là, il faut travailler avec les méthodes qu'il nous a données aussi aux cours aux agriculteurs et avec une vue élargie. Et à mon avis, là, il faut vraiment travailler là-dessus parce qu'on a des choses à faire, à mon avis. Mais je vais vous présenter maintenant quand même quelques résultats scientifiques de ma thèse. Quelques-uns de vous les connaissent déjà. Mais pour moi, c'est aussi juste pour vous montrer qu'est-ce que les préparations biodynamiques peuvent nous donner. Pour moi, c'est la question de la vigueur. Et vous avez ici de 3 ans la longueur d'assamant et vous voyez bien que chaque année, la partie intégrée, vous avez rouge intégré, jaune bio et vert biodynamique, a des samans un peu plus longues. Ce qui est important pour moi, c'est toujours de faire aussi dans la recherche d'utiliser des méthodes, disons, quantitatives et après d'utiliser d'autres méthodes qualitatives, on appelle ça, qui ne sont pas super bien reconnues dans la science aujourd'hui, mais qui nous donnent d'autres indications et qui nous donnent souvent une image d'une situation et qui nous donnent peut-être des idées comment est-ce que je peux aller plus profondément dans la chose avec des méthodes scientifiques. Là, c'est une parcelle de 4 répétitions. Je ne vais pas rentrer trop là-dedans. C'est un essai qu'on fait depuis 10 ans, viticulture intégrée, bio et biodynamique. Et vous voyez bien que là, dans chaque répétition, j'en ai pris un saman qui représentait la moyenne de cette répétition. Et vous voyez bien, les 4 samans de la viticulture intégrée sont plus vigoureuses ou semblent être plus vigoureuses que celles de la bio et de la biodynamie. On pourrait penser, pauvres biodynamistes, ils n'ont pas assez de bouffer, non? Mais il faut dire que c'est une parcelle très très vigoureuse, ça veut dire que ça ne nous gêne pas. Mais ce qui devient intéressant, si maintenant on fait la comparaison de l'aspect qualitatif avec des méthodes quantitatives. Si on regarde le nombre de feuilles du saman principal, là, on a plus ou moins le même nombre de feuilles. Ça veut dire que les feuilles dont on a vraiment besoin sont restées les mêmes. Ce qui est important aussi, c'est la longueur d'internode. En intégré, on a 9 cm par rapport à presque 8 en bio et 7 en biodynamie. Ça veut dire qu'on a retracé la longueur d'internode. Ce qui n'est pas le plus mal, parce que je n'aime pas aller couper trop ma surface foliaire, c'est trop de travail. Ce qui est aussi très important, c'est les nombres de feuilles de saman secondaires. 80 par rapport à 40 en biodynamie. Ça, c'est la moyenne de tous ces samans qu'on a pris là. Et ce qu'on a fait après, c'est qu'on a utilisé une méthode goetheaniste, si vous voulez. On a fait une série de feuilles. Là, c'est intégré. Vous voyez bien, ça, c'est le saman principal qu'on a mesuré avant. Et tout ça, c'est des samans secondaires. Et vous voyez, en intégré, il y a même des secondaires. Des fois, ça veut dire la vigne, elle est bien, elle pousse bien. Comparer la bio, et ce que vous voyez déjà, il y a une transformation de couleur là. Ça, c'est une méthode où on veut vraiment aller maintenant. On est en train de lancer une nouvelle thèse là, où on veut vraiment aller plus profondément dans la méthode goetheaniste, parce que là, on pourrait bien expliquer aussi qu'est-ce qui se fait avec les formes des feuilles, etc. La biodynamie, et si on met les 3 ensemble, vous voyez bien qu'il y a une différence. Ça a des dégâts sur le poids de taille. 2006, c'était la première année de conversion. Je vous montre là mes résultats de la thèse. Ça a bien continué et ça va continuer. On est en train de discuter tout ça. Mais dès la première année, on avait des grandes différences de vigueur dans les vignes. Mais si je regarde tout, parce qu'on a fait tous les mois, toutes les mesures des ingrédients dans les feuilles, etc., il n'y a pas grand-chose de différence.
Je veux rentrer un peu dans la notion du paysage, qui est important pour moi aussi, parce que en viticulture, on travaille quand même dans une monoculture et on crée quand même des cépages, des paysages assez importants. Juste cet exemple-là, la région de Banyuls, moi-même j'en ai des vignes pas loin. Vous voyez bien ces petits murets-là, et là, on a encore des vignobles, mais on a encore des vignobles dus au Roundup. Je dirais ça parce que c'était facile à travailler les vignobles comme ça. Et malheureusement, de plus en plus, ces vignes sont abandonnées parce qu'il n'y a plus personne qui veut vraiment piocher. C'est un travail énorme. Mais ce que je veux dire, ces murs-là, souvent datent de l'époque romaine. Et là, encore une fois, l'aspect humain. Pourquoi les Romains, ils ont construit des choses comme ça, là? Je ne sais pas si vous aviez été à la ville de Montpellier une fois. Si on va à Montpellier, vous avez des grands canaux au milieu de la ville, et avec un petit ravin dedans, et on se pose pourquoi ils construisent des grands ravins comme ça. Parce que normalement, dans le sud, au mois d'août, il y a des grands orages qui arrivent, et hop, c'est des systèmes de drainage qui datent de cette époque-là. Ça veut dire, on a créé un espace culturel, voilà, Coyure, etc. Une image de l'Allemagne, c'est le village à côté de Geisenheim qui s'appelle Rüdesheim. Vous avez ces terrasses-là, c'est une image qui était prise dans les années 60. Et ça, c'est le même vignoble aujourd'hui. Voilà, des petites terrasses. Et aujourd'hui, on a transformé, on a construit au même temps qu'on a fait ce travail-là, l'autoroute de Francfort vers Cologne. Alors, on avait beaucoup de terre à mettre quelque part. On a créé complètement un nouveau terroir. C'est un des grands crus les plus connus en Allemagne. Mais voilà, on a transformé ça dans un paysage plutôt mort. Les vignes sont... et ce qui est intéressant aujourd'hui, il faut que je mette une photo là. Depuis quelques années, on retransforme cette vigne. Encore une fois, on vient avec des grandes machines, avec des grands caterpillars, pour qu'on puisse travailler encore une fois avec les fentes. Hein, on crée des terrasses pour qu'on puisse travailler encore une fois avec les tracteurs. Ça veut dire en 30 ans, on a transformé 2 fois toute une montagne juste pour des raisons économiques, pratiques, tracteurs, etc. Et si vous alliez dans le vignoble allemand, c'est un peu la catastrophe. Il y a le Kaiserstuhl à Baden. Ouf, ja, c'est terrible. Là, j'y vais toujours avec les étudiants. Qu'est-ce qui est bizarre dans cette image-là? Hein? Il y a le pilier là, qui est sur un bel mur. Ce mur-là, il a 4 mètres. Qu'est-ce que vous voyez ici dans cette vigne? Il y a une belle fleur. On connaît bien comme biodynamiste. C'est le pissenlit. Et qu'est-ce qui nous indique le pissenlit? Sol compact et un peu trop d'azote. Ça, c'est partout en Allemagne. Si vous venez au mois de mars, avril, vous voyez que le pissenlit partout dans les vignobles. Hein, une plante super indicatrice d'une situation. Je n'ai pas besoin des analyses du sol. Là. Hein, je sais ce qui se passe là-dedans. Et pourquoi il y a ça si vous avez ça là? Ben, ça, le niveau du sol originaire, c'est ça. Ça veut dire le pilier, il était avant qu'on a fait le travail de Flurbereinigung, on appelle ça en Allemagne. Voilà. Juste pour vous indiquer ce qu'on fait des fois, je ne trouve pas beaucoup mieux en Bourgogne des fois, excusez-moi. Là, je me pose souvent des questions aussi. Ouais, je provoque. Hein. Et maintenant, je provoque même un peu plus. Ça fait mal, non?
Mais on a transformé tous ces vignobles pour qu'on puisse travailler. Et les Allemands, ils aiment bien les fentes. Hein? Et moi, moi aussi, j'aime bien conduire un Fendt. Hein? Mais quand il y a des grands foires viticoles, comme le Citevie ou le Intervitis en Allemagne, je suis toujours à la recherche des tracteurs qui pèsent pas lourd. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Hein? Il y a entre 2 tonnes et un bon Fendt, c'est 3,5 tonnes. Alors j'ai plein de questions là-dessus. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que je voulais traiter avec ça? Que la technique avance aussi. Et hier, j'en ai parlé avec Pierre, j'en ai déjà fait des petits essais avec des trônes et de la silice, Pierre, pour être honnête. Et je crois que ça ne va pas tarder. Et je ne dis pas que c'est bon. Mais il faut qu'on soit préparé à ça. Et il faut qu'on soit préparé à ça. Et au moins, ils sont moins lourds que les Fendt. Et pour moi, la grande question maintenant pour nous biodynamistes à nous poser, à nous préparer maintenant, est comment est-ce qu'on peut mettre maintenant des gens avec des pioches là-dedans, avec une conscience, avec un amour dans ces chants-là, qui chantent. Parce que si on reste tous enfermés dans nos bureaux, maintenant, pour le futur, c'est peut-être pas ça ce qu'on veut non plus. Bon, j'ai parlé trop longtemps, je crois. Je voulais dire encore plein de choses, hein, je crois. Voilà, vous avez ça. Je vais finir quand même. Hop. C'est difficile pour moi de le faire en français. En allemand, je suis beaucoup plus vite. Quelques résultats. Bon, on ne s'intéresse pas à ça. Ce qui est important pour moi maintenant, c'est, comme dernière image, c'est qu'il y avait à l'époque de Steiner déjà des gens qui ont fait des réflexions très très importantes pour moi. Et pour moi, j'en avais des discussions avec plusieurs de vous. Et pour moi, ça me touche beaucoup. C'est le problème de l'éducation aujourd'hui. Il y a une grande demande chaque année, et moi je ne suis pas assez à Geisenheim, et ça me fait mal. On a 100 étudiants, et là je reçois un email que plus que 40 veulent vraiment qu'on a plus de cours en biodynamie. Et il n'y a pas assez de gens qui peuvent servir, malheureusement. Et pour moi, c'est très très important qu'on travaille vite fait là-dessus, sur la question de l'éducation. Et pour moi, des pionniers là-dedans, c'était Lili Kolysko et Eugen Kolysko. Et pour moi, l'idée qu'ils ont eue de mettre l'agriculture, la médecine et l'éducation ensemble, ça doit être ensemble. Il faut avoir des gens qui comprennent bien, qui développent une conscience qu'il y a quelque chose à faire. C'est ça notre devoir, qu'en agriculteur, qu'on ne travaille pas pour nous-mêmes, on travaille carrément pour l'humanité. Et Steiner, il est très clair là-dessus aussi. En revenant de cours aux agriculteurs, il donnait le cours en éducation curative. Il parle du cours aux agriculteurs là-dedans. Et je le cite vite fait. Oui, la morale doit être présente chez toutes ces choses. Par conséquent, je suppose que ceux qui ont participé, là, à Kobawitz, au cours aux agriculteurs, ont participé à ce cours pour servir l'humanité et pour aider l'agriculture. C'était ça, pourquoi ils ont participé à Kobawitz. Dans ce cas, va être considéré avant tout le renforcement du sentiment de responsabilité. Bonne responsabilité à vous et merci de votre attention.